assez large finalement qui allait au-delà du cadre de l'Ukraine et de la Moldavie. Merci aussi pour les quelques pistes d'action suggérées. Je vais donner la parole tout de suite à notre dernière intervenante de la idée, Sophie Tournon, qui est une des rédactrices de Regard sur l'Est en charge de la République de Caucase et qui est également chercheur associé au Centre de recherche sur la Russie et l'Eurasie à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Et Sophie va nous parler de la dépendance énergétique volontaire des régions sécessionnistes. Bonjour, merci. Je vois que le temps est très compté. Je vais être rapide, d'autant plus que mon intervention est basée sur un article qui a été publié. Je vous invite à vous plonger dans cette lecture si le sujet vous intéresse et il est sur le site même de Regard sur l'Est. Pour être rapide, il s'agit ici d'un état des lieux de la situation des 4 entités sécessionnistes. 4 parce que j'aborde rapidement l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud qui ont fait sécession de la Géorgie, le Haut-Karabakh en Arménie et donc la Transnistrie pour la Moldavie. Je vais essayer de courir contre le temps. Dans le cas de l'Abkhazie, ces 4 entités sécessionnistes ont une dépendance et un lien très fort avec la Russie. Ça, vous devez bien sûr le savoir, surtout énergétique. Donc pour l'Abkhazie, gaz et essence proviennent directement de la Russie car ils sont une frontière commune. Le cas gaz est intéressant en soi car il n'est pas totalement ayant un accès à la mer Noire, il essaye de diversifier péniblement, mais tant que faire se peut, ses approvisionnements avec des tankers provenant de Turquie et de Roumanie. La zone mer Noire étant un lieu de bras de fer entre la Russie et la Géorgie. Donc ces tankers arrivent ou n'arrivent pas en fonction des arrestations par le gouvernement géorgien lorsqu'il y arrive. Autre chose, l'Abkhazie cherche aussi à diversifier localement avec des prospections offshore. Il y aurait des ressources de pétrole brut au large de l'Abkhazie. Encore une fois, on est en pleine mer Noire, donc c'est vraiment le bras de fer local pour ce cas-là. Je passe immédiatement à l'Ossétie du Sud, qui, pour le coup, elle est réellement enclavée et a cessé d'accepter les approvisionnements en gaz de la Géorgie, donc est volontairement et totalement dépendante de la Russie, qui a dû ouvrir un tube spécial qui, je pense toujours maintenant, n'approvisionne que principalement la capitale et les environnements immédiats. Donc l'Ossétie, énergétiquement, se réduit vraiment en son centre politique. Là, pour le coup, l'Ossétie rêve, en tant qu'enclave, se rêve ambitieusement en tant que plateforme tournante pour continuer cet approvisionnement en gaz vers la Géorgie et plus loin l'Iran, l'Arménie. Pour l'instant, c'est du domaine du rêve, mais c'est un sujet en déjà, en tout cas, c'est aussi le sujet du bras de fer russo-géorgien sur ces approvisionnements en gaz. Je passe maintenant, excusez-moi d'aller vite, je passe sur le cas du Haut-Karabakh, encore une enclave, cette fois-ci avec cette particularité de n'avoir aucune frontière commune avec la Russie. Enclave donc arménienne en Azerbaïdjan, doublement enclave puisqu'elle n'est pas reliée officiellement à l'Arménie même, donc le corridor de la Chine étant sous le contrôle des forces arméniennes. Donc, dépendance énergétique de l'Arménie qui elle-même est dépendante de la Géorgie pour l'approvisionnement du gaz russe. Donc, un jeu de domino très complexe. L'Arménie a obtenu des accords avec l'Iran et le Haut-Karabakh et l'Arménie sont aussi producteurs d'électricité. Mais gaz et pétrole posent le réel problème, le réel enjeu. D'autant plus que l'Azerbaïdjan, où se trouve le Haut-Karabakh, est lui-même une plateforme productrice et exportatrice de pétrole et de gaz et impose un blocus sur ces questions au Haut-Karabakh. L'enjeu aussi pour l'Azerbaïdjan, il est moindre, mais il est existant, c'est dans le jeu de domino, c'est l'enclave azerbaïdjanaise
du Nakhitchevan, qui lui n'a aucune frontière commune avec l'Azerbaïdjan et qui se trouve en bordure de l'Arménie. Donc on voit qu'il y a tout un jeu de rapports de force et l'énergie là-dedans est un des dossiers les plus brûlants. Enfin, la Transnistrie, qui donc de facto est séparée de la Moldavie, est intéressante en soi, encore une fois, aucune frontière commune avec la Russie, donc lieu de transit du gaz russe issu, passant par l'Ukraine, et elle-même plateforme tournante pour acheminer le gaz vers la Moldavie des Balkans. Donc, j'allais dire un acteur très important pour non seulement la Moldavie même, mais pour la région. Tout ce colloque de ce matin avait pour terme clé la dépendance et l'indépendance, les questions des entités sont en plein dans le sujet, qu'il s'agit de questions énergétiques, économiques, commerciales, encore plus politiques. Et j'aurais voulu ouvrir peut-être ces questions de dépendance et d'indépendance sur un troisième terme, c'est les questions d'interdépendance. Le fait que ces quatre entités soient dépendantes énergétiquement de la Russie ne doivent pas faire oublier qu'il y a aussi un jeu d'interdépendance politique où la Russie a aussi des intérêts et ces entités ont des intérêts à conserver leur dépendance que dans le titre initialement l'article était dit volontaire à la Russie. C'est-à-dire que pour son développement et aussi par défaut les alternatives n'étant pas intéressantes pour ces entités, la Russie reste un partenaire à privilégier à beaucoup de titres. Voilà, j'espère que j'ai... Merci Sophie. Merci Sophie d'avoir joué le jeu et d'avoir abondé dans mon rôle parfois ingrat de modérateur qui est chargé de faire en partie aussi respecter les délais. Néanmoins, quand même, je pense que nous pouvons prendre quelques courtes minutes pour d'éventuelles questions de la salle sur les points qui ont été abordés. S'il n'y a pas de questions de la salle, moi j'en aurais peut-être une pour... J'en aurais une sur Transnistrie et Balkans, ce qu'a dit j'aurais une question en fait sur la relation Transnistrie-Balkans que vous avez évoqué, Sophie, en matière de rôle de la Transnistrie dans une sorte de dynamique de l'approvisionnement naval. Comment ça se passe, par qu'est-ce qui s'y fait Ça, je pense que je vais aussi me reporter aux grands spécialistes plus techniciens que moi. Il s'agit juste purement logiquement et géographiquement, géopolitiquement d'un tracé des tuyaux qui passe d'Ukraine jusqu'à Tiraspol et à partir de Tiraspol qui fait double branchement vers Chisinau, vers la Moldavie donc, et qui redescend ensuite vers les Balkans. Disons que Gazprom approvisionne les Balkans à travers Tiraspol. Après, techniquement, les volumes, et là, je ne suis plus compétente. Oui, une petite question de ma part à Marc-Antoine pour ouvrir un peu le champ de la réflexion à un nouvel acteur qui nous occupera cet après-midi, en l'occurrence l'Union européenne. L'Union européenne a développé des fonds assez considérables depuis quelques années pour aider l'Ukraine en particulier à rénover ses infrastructures. Qu'en est-il exactement? Sait-on ce que sont devenus ces fonds? Y a-t-il une réelle amélioration de la qualité des infrastructures ukrainiennes? Et quid de la Moldavie? La Moldavie a-t-elle eu des fonds européens pour améliorer la qualité de ces infrastructures? Merci pour cette question. Alors, c'est vrai que la situation de départ est la même, c'est-à-dire que les gazoducs de transit, les gazoducs magistraux de transit ukrainiens ont été construits pendant l'époque soviétique et le calcul est le suivant, aux alentours de 2015, 95% des gazoducs de transit ukrainiens auront plus de 30 ans. Donc c'est absolument considérable. Et cela pose donc la question de l'état technique de ces gazoducs. Alors, l'Ukraine, pendant longtemps, a toujours dit que tout va bien, tout est bien entretenu, etc. Et n'a pas voulu donner de la
transparente sur l'état réel de cette infrastructure. Alors ça a changé au tournant des années 2005 et une étude d'évaluation technique de l'état des gazoducs a été menée, financée par l'Union européenne. Et donc les experts ont effectivement creusé sous la terre pour déterrer les gazoducs, etc., pour en évaluer l'état. Et l'étude a conclu que finalement les gazoducs sont dans un relativement bon état, que les techniciens de Transgaz s'en sont bien occupés, mais que néanmoins il faut investir au minimum 2,5 milliards d'euros pour garantir sur le long terme la capacité technique de transit d'environ 110 milliards de gaz par an. Alors, il y a eu des longues réflexions et finalement, l'Union européenne, en mars 2009, a convoqué une conférence qui s'appelait la conférence des investissements dans la modernisation des gazoducs ukrainiens, qui s'est tenue à Bruxelles et qui a rassemblé les institutions financières européennes, l'Ukraine et un certain nombre d'autres acteurs, la Russie, pour se mettre d'accord sur un cadre de financement de ces infrastructures. Parce que l'Ukraine a dit, écoutez, nous, tout l'argent du transit, et c'est entre 2 et 3 milliards de dollars par an, va pour soutenir la subvention des prix du gaz de la population, donc on n'a pas l'argent pour investir dans les gazoducs. Alors qu'en principe, ils pourraient le faire, ils devraient le faire. Alors, l'Union européenne a dit très bien, donc on va vous proposer la chose suivante, des crédits à taux très faible, apportés par la Banque européenne d'investissement, la BERD, la Banque européenne de reconstruction et développement, et quelques autres institutions. Et en échange de quoi, l'Ukraine doit proposer des projets, faire des appels d'offres, et donc en fait présenter des projets de modernisation qui tiennent la route, qui sont satisfaisants, et pour que les fonds soient apportés. Donc là, cela fait déjà plus d'1 an et demi, et on en est au stade, en fait, l'Ukraine s'est engagée là à présenter des projets, je crois que ça va arriver au début de l'année prochaine, donc janvier-février. De quoi s'agit-il? Par exemple, ils vont dire, voilà, il y a une station de compression, il faut la remplacer par une station de compression plus moderne, donc voilà les coûts, voilà le cahier des charges, le business plan, etc. Et donc faire un appel d'offres qui doit être transparent, etc., pour que les institutions financières européennes acceptent de prêter l'argent. Il ne s'agit aucunement de dons, ce sont des prêts. Maintenant, la question est la suivante, c'est-à-dire est-ce que d'une part, les projets que va présenter Naftogaz seront crédibles ou pas, est-ce qu'il y aura des éléments qui font penser qu'il y a de l'intransparence jouera? Est-ce que les appels d'offres seront transparents et équitables? Tout ça, ce sont des questions ouvertes. Mais la vraie question, c'est bien entendu que ce qui va se passer entre Gazprom et Naftogaz sur une éventuelle fusion des deux sociétés ou la création d'un consortium. Parce qu'il est clair que personne en Europe ne va investir un copec en Ukraine si Gazprom et Naftogaz prennent le contrôle ou se partagent le contrôle des gazoducs. Donc finalement, là, je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que donc il y a eu relativement peu de progrès au cours de ces 5 dernières années, et en particulier depuis cette conférence de mars 2009, enfin attendant ces prochaines semaines. Et pour la Moldavie la Moldavie ne participe pas à ce processus. Merci pour ces précisions. Écoutez, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants.